Les vraies voix, Frédéric Brindel. Nous y sommes, le premier débat de 17h30. L'islamisme va-t-il museler la liberté d'expression? Nos vraies voix ce soir sont l'essayiste Céline Revel-Dumas, le président des Jeunes Républicains Guilhem Carayon et puis le maire modem de la ville d'Autun, Vincent Chauvet. Allez, c'est parti pour le débat. Oui, aujourd'hui, les artistes semblent avoir peur de la répression. En ce jeudi, jour de sortie des hebdos d'actualité, la presse française se pose des questions, que ce soit l'Express, l'Obs, Marianne, Le Point, avec ce titre « Ils ne désarmeront jamais, alors ne nous désarmons pas » ou encore « La mort aux trousses ». L'islamisme contre la liberté ou le combat qui nous attend. Écoutez ces propos. Isabelle Adjani, lors de la cérémonie des Césars en 1989. Les êtres humains sont plus coriaces. Ils peuvent douter de tout, même de la preuve qu'ils ont sous les yeux. Pendant qu'ils s'endorment, qu'est-ce qui se passe derrière les quinquets fermés? Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, le verset satanique. C'était en 1989, la cérémonie des Césars. La fatwa vient d'être lancée par l'Iran à l'encontre de Salman Rushdie. Elle a déclaré récemment à l'Express, Isabelle Adjani, « Aujourd'hui, je ne pourrai plus citer les versets à moins de mettre volontairement ma tête sur le billot ». Pour en parler, notre grand témoin, que je remercie d'être avec nous très chaleureusement, Malik Bezour. Essayiste, spécialiste de l'islam et de l'islamisme, auteur de « Ils ont trahi Allah » qui sortira en poche en septembre prochain. Bonsoir Malik. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient d'écouter ces propos alors qui ont été ressortis à cette occasion, une semaine après l'agression dont a été victime Salman Rushdie. Les artistes prenaient la parole en 1989, dans les années 90, ils la prennent visiblement un peu moins. Vous le sentez? Il y a une pression encore plus forte? Oui, forcément, parce que certains artistes ont peur d'offusquer, premièrement, et d'autres peuvent avoir peur des conséquences, je veux dire, pour leur sécurité, parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a une réalité qui est que nous avons des exaltés, des extrémistes, que j'appelle des islamopathes, qui sont prêts à, comment dirais-je, à commettre des actes complètement insensés, extrêmes, qui nous dépassent. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène nouveau qui n'existait pas dans les années 50, 60, 70, 80. C'est récent, c'est la conséquence d'un long processus, j'allais dire, de wahhabisation des esprits, c'est-à-dire la diffusion du wahhabisme par l'Arabie Saoudite pendant plus d'un demi-siècle, avec les conséquences aujourd'hui qui sont catastrophiques pour le monde musulman et pour le monde entier, parce que nous avons une armée d'islamopathes, tantôt organisés en structures et en groupes terroristes, c'est le cas de Daesh, de Boko Haram, etc., ou alors en individus isolés qui vivent ici et là en Europe et qui spontanément peuvent commettre un acte complètement extrême. Et cette réalité-là, forcément, les artistes l'intègrent. Bon. Et donc... Alors, Salman Rushdie était donc placé sous protection policière depuis 33 ans. L'écrivain a été violemment agressé au couteau par un homme de 24 ans, revendiquant son attachement à cette fatwa. C'était il y a une semaine, je vous le rappelle, aux États-Unis, alors qu'il tenait une conférence. Il vivait tant bien que mal l'enfer d'une protection permanente, enfer que vivent certains en France. C'est le cas de Zined El Razoui, tout simplement, l'essayiste franco-marocaine visée par une fatwa pour avoir travaillé avec le magazine Charlie Hebdo. Écoutez-la. Mon quotidien ressemble au quotidien d'une personne confinée. Toutes les sorties doivent être organisées. L'interdiction formelle de prendre les transports en commun. Et puis, il y a aussi un souci d'intimité, naturellement, et de liberté. Vincent Chauvet, l'une de nos vraies voix. Est-ce que c'est acceptable? Non, en France, évidemment. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il en soit différent? Non.
les protections de la sorte, et elles vont peut-être aussi se renouveler. C'est insupportable. C'est vrai que c'est difficile d'entendre des témoignages comme ça d'intellectuels, d'écrivains, de journalistes, de poètes, de romanciers qui sont poursuivis pour leurs opinions. Et pour leurs critiques de tel ou tel courant de pensée, de telle ou telle religion. N'oublions pas également qu'il y a un an tombait Kaboul et qu'on a un pays entier qui applique ce genre d'intimidation ou d'assassinat et où on peut même plus être journaliste, on peut même plus être article, on peut à peine être artiste, on peut à peine être femme. C'est donc en Afghanistan. Avec le régime des talibans. Absolument, et où un certain nombre de promesses faites à la communauté internationale. On revient sur notre débat sur la diplomatie française et l'engagement militaire. Il y a eu un désengagement total des Américains, de la coalition là-bas, et on a un pays qui est devenu complètement sous la coupe de fanatiques et d'islamistes. On peut aussi faire un parallèle qui n'est pas forcément choquant, mais avec d'autres personnes qui, pas plus tard que cette semaine, ont été menacées de mort à partir de leurs opinions, de propos, par d'autres personnes. Je pense par exemple au porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Éric Brancardi, qui a été menacé de mort parce qu'il s'est prononcé contre la réintégration des antivax. Le fait d'être antivax, c'est une opinion respectable. La plupart des antivax sont des gens d'ailleurs très paisibles et pacifiques. J'ai pas l'impression, dès qu'on parle de ça, moi je me suis fait incendier l'autre fois, je sais pas pourquoi. Il y a quelques manifestations, quand on voit les gens manifester, je pense que quand même la plupart sont des gens normaux, sincères, et qu'ils croient dans leur doctrine anti-vaccin, mais que derrière il y a des fanatiques extrémistes qui vont jusqu'à menacer de mort un pompier, un porte-parole de la Fédération des pompiers, qui exprime une opinion qui elle aussi peut être défendue, contestée, mais qui ne mérite pas d'avoir ce sorte de fatwa numérique. Donc on voit que si on critique les anti-vax, si on critique l'islamisme, que ce soit en France, aux États-Unis, eh bien aujourd'hui on peut être la cible de fous augmentés par les réseaux sociaux qui vont jusqu'à passer à l'acte. C'est inquiétant pour nous, responsables politiques, pour les journalistes, pour les intellectuels, pour les artistes, de savoir si on pourra continuer à avoir une liberté d'expression sans risquer sa peau. Donc vous dites finalement que c'est encore plus général que le seul problème de l'islamisme. On entend bien ça. J'aimerais avoir les réactions de Richard qui nous a appelé au 0826 300 300. Vous habitez Toulouse. J'en profite pour vous dire bonsoir Richard. Merci d'intervenir. Oui, bonsoir à vous. J'en profite pour vous dire donc pour l'instant, vous dites à 81% sur le compte Twitter de Sud Radio que oui, l'islamisme va museler la liberté d'expression. C'est fort, ça veut dire que on baisse les bras. Vous en pensez quoi, Richard ? Moi, je rejoins un peu votre intervenant, en fait, que c'est un problème plus large que les extrémistes religieux qui peuvent agir. Je pense qu'on a un problème plus large de cohésion et de décohésion. Lorsqu'on cultive la décohésion, lorsqu'on génère des clivages très forts, on peut arriver à ce type de comportement, que ce soit avec les antivax ou avec des réactions des gens qui pratiquent l'islam de manière rigoriste et qui parfois se sentent très blessés par certaines choses. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut vraiment que la République elle se pose une question. On va dire nos préceptes, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Et quand on a des communautés qui cultivent le séparatisme indirect, c'est-à-dire par exemple qu'on fait pression sur les femmes pour qu'elles ne puissent se marier que dans la communauté, et je dis plusieurs communautés, je parle de chrétiens pratiquants qui imposent ça aussi. De chrétiens, de juifs, enfin toutes les religions on détruit des ponts qui peuvent se créer entre ces communautés. C'est lorsqu'on a des enfants, des petits-enfants qui sont intercommunautaires, on apprend à connaître l'autre communauté, et par rebond, on crée des liens et on crée de la compréhension. Voilà, moi je pense que le gros travail doit se faire là, et c'est surtout avec ça qu'on évitera le plus grave. Le plus grave, c'est des troubles qui ressembleraient plus à de la guerre civile, parce qu'on a trop de communautés qui marchent les unes à côté des autres. C'est jamais bon. Merci ma Richard. C'est plein de sagesse et tout le monde vous écoutait avec beaucoup d'attention. Je vais bien sûr donner la parole à nos autres vraies voix, mais je profite de ce témoignage de Richard pour aller voir tout de suite Malik Bezou, notre grand témoin, quand il parle de la communauté finalement sur notre thème, l'islamisme, qui
évidemment est montré du doigt suite à ce qui s'est passé concernant Salman Rushdie. Est-ce que finalement c'est une affaire aussi de ceux qui font partie de ce qu'on peut appeler une communauté, mais qui doivent reprendre la main pour en extraire les extrémistes? C'est très compliqué. D'abord, il faut bien savoir que il est difficile de parler de communauté musulmane, tant en France, cette composante de la société française est hétérogène. Moi, autour de moi, je connais des gens qui sont qui sont dans la dévotion, qu'on décrirait clairement comme salafisants, mais absolument non violents, mais extrêmement pieux, etc. J'ai autour de moi des gens qui sont totalement athées, d'autres qui sont même issus de familles musulmanes, mais en détestation de l'islam. Donc la communauté musulmane de France, c'est pas du tout un bloc figé, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et très souvent, et d'ailleurs, ce qui rend très compliqué la chose, c'est que on peut même difficilement parler d'islamisme, parce qu'à la limite, si on parlerait d'islamisme pour décrire le comportement de la personne, enfin de ces personnes qui peuvent passer à l'acte, ça serait à la limite plus simple, parce que l'islamisme est organisé. C'est typiquement des groupes politiques, etc. Par contre, très souvent, dans les cas que l'on observe en France, ces individus qui prennent un couteau, qui prennent une voiture, qui foncent sur des gens, c'est des individus qui n'appartiennent à aucune structure. Ils agissent de leur propre chef, ont été influencés par des extrémistes, ils se sont radicalisés via les réseaux sociaux, mais ils n'appartiennent pas à des structures organisés de type islamiste. C'est souvent des individus qui ont d'ailleurs parfois même une pratique absolument pas rigoriste. Donc c'est très compliqué. Nous sommes face à une problématique complexe, éminemment complexe. Là encore, un témoignage très sage, très enrichissant. Réaction autour de la table de nos vraies voix. Céline Revel-Dumas, l'essayiste que vous êtes, donc qui est amenée à vous exprimer et qui peut être censée aussi sentir une espèce de censure à certains moments. Oui, moi ce qui me gêne, en tout cas je rebondirai sur les propos de Vincent Chauvet à cet égard, c'est vrai que je ne peux pas mettre dans le même sac les anti-vaccins et enfin, en tout cas ceux qui s'acharnent contre l'islamisme, hein. C'était ça votre propos, je crois. En réalité, il y a quand même une religion et un malaise en France, c'est-à-dire que les anti-vax sont très critiqués. En revanche, on a beaucoup plus de difficultés à porter des propos très clairs sur une religion qu'est l'islam. Oui, sachant que les anti-vax jusqu'à présent n'ont tué personne. Ils ont menacé, mais ils ont tué personne. Non, il ne s'agit que d'eux-mêmes en l'occurrence. Et ça change tout parce que effectivement, on a l'impression quand même que même de la part de l'État ou de certaines institutions religieuses, l'islamisme est critiqué certes, mais à demi-mot. Or, il n'y a pas de point sur la table qui est tapé contre l'islamisme. Et d'ailleurs, ça dessert la religion islam en elle-même. C'est-à-dire que là, par exemple... Oui, ce que dit Malik Bezou, à savoir qu'il y a des gens qui souffrent de cela parce qu'ils ne pensent pas la même chose, mais qui sont stigmatisés. Et quel dommage finalement que la communauté musulmane ou que les prélats musulmans... Les imams, ou le recteur de la Grande Mosquée de Paris, par exemple, on ne l'a pas beaucoup entendu... ne soit pas extrêmement clair et extrêmement ferme sur ce qui vient de se passer et sur les fatwas, etc. Guilhem Carayon. Sur les responsables politiques qui nomment à moitié les choses sur les questions d'islamisme, vous avez complètement raison. Moi, je me souviens de plusieurs ministres qui parlaient d'islamisme radical, comme s'il y avait un islamisme modéré. La situation qu'on connaît depuis une dizaine d'années, elle est d'autant plus tragique qu'on est le pays, la France, de la liberté d'expression. C'est un juriste français qui a été membre du Conseil d'État, René Cassin, qui a écrit en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est le pays de la liberté d'expression par nature. Et moi, je crois que l'islamisme, par nature également, c'est un totalitarisme qui empêche la liberté d'expression, parce que l'islamisme ne permet pas la critique de l'islam. Il y a eu des débats
ces dernières semaines, ces derniers mois sur la notion d'islamophobie. J'ai lu un bouquin cet été, celui d'un professeur d'université à Sciences Po Grenoble, à l'IEP de Grenoble, Klaus Kinzler, qui a été d'ailleurs interrogé sur votre radio, et qui disait que lui, il avait subi une fatwa dans son IEP, tout simplement parce qu'il avait refusé de mettre sur le même plan la notion d'islamophobie avec la notion de racisme et d'antisémitisme. Enfin, pardon, mais l'antisémitisme, c'est le siècle dernier 6 millions de morts. L'islamophobie, elle a tué que ceux qu'on accuse d'être islamophobes. Donc moi, je comprends pas qu'on puisse mettre sur le même plan ces notions, et j'ai l'impression que l'islamophobie, ça fait partie d'une stratégie des islamistes, d'infiltration de la société. D'ailleurs, c'est un mot, l'islamophobie, qui a été inventé par l'ayatollah Khomeini en 79. Cette notion, elle a été inventée pour empêcher toute critique de l'islam. Alors qu'en France, on a le droit de critiquer une religion. On a le droit de critiquer l'islam, on a le droit de critiquer le christianisme. Et je crois que les islamistes doivent apprendre à comprendre que nous, en France, on a cette liberté d'expression. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique assez forte pour montrer qu'on tient à cette liberté d'expression. D'ailleurs, c'est très grave après ce qu'on a dit. Après tout l'historique qu'on a en matière d'attentats en France, de meurtres, d'assassinats, c'est gravissime. Bon. On en est encore là, quoi. Pour conclure, et encore une fois, mille merci Malik Bezoud d'être avec nous. Sur les mots, peut-être conclure que un musulman n'est pas islamiste. L'inverse, effectivement, l'est. Ouais. Alors, juste petite précision historique. J'entends très souvent ce discours disant que l'islamophobie est un terme qui a été inventé par les islamistes. C'est un peu plus compliqué que ça. Le terme islamophobie apparaît dès les années 1925, dans les écrits d'un peintre français converti à l'islam, et il dénonce, ses compatriotes qui ont une perception négative, trop négative de l'islam. C'est un peintre connu dont j'ai oublié le nom. Donc, le terme islamophobie, dire que c'est une invention des islamistes, c'est plus compliqué que ça. Il peut avoir un usage disproportionné de ce terme pour créer un sentiment de culpabilité, alors même que la critique de la religion est nécessaire et fondée. Mais je reviens aussi sur un autre point qui est important, c'est que aujourd'hui, il y a une très grande difficulté par rapport à la théologie musulmane, et je le dis en tant que appartenant à un groupe progressiste de l'islam. Je prends par exemple la fatwa du grand recteur saoudien, grand théologien Mohamed El-Mounajid, qui en 2008 sort une fatwa pour condamner Mickey. Et en 2015, il réitère pour condamner les bonhommes de neige, en disant que toutes ces créatures-là sont le péché, c'est l'incarnation du mal, du diable. Donc, ce que je veux dire, et ce théologien extrêmement important de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un islamiste. C'est un ultra-conservateur ou wahhabisé. Vous comprenez bien que son discours va se diffuser dans le monde musulman et chez les esprits un peu faibles, induire des comportements qui peuvent être complètement extrêmes. Alors vous imaginez le blasphème, la caricature du prophète peut créer chez des individus plus ou moins équilibrés, ou en tout cas fanatisés, des comportements justifiés par des fatwas émises par des grands théologiens, des grands recteurs, eux-mêmes ultra-conservateurs. Donc, merci. C'est compliqué. Merci beaucoup, Malik Bezoud, pour nous avoir éclairé. Il y avait encore tellement de choses à dire, mais on doit avancer très très vite. Vous êtes donc à 81% à dire oui, l'islamisme va museler la liberté. Si ça peut tenir en 10 secondes, Vincent Chauvet. Simplement pour dire que s'il y a pour certains responsables politiques une difficulté à cibler l'islamisme, elle n'est pas dans le gouvernement, pas dans la majorité, et pas avec le ministre de l'Intérieur, dont on a vu les efforts pendant tout cet été pour expulser des imams islamistes radicalisés, faire fermer les mosquées, et la loi terroriste vient d'être promulguée. Je le comprends, mais c'est lui qui parle d'islamisme radical. Les contenus terroristes qui seront retirés en 1 heure sur les plateformes, ça c'est du concret. On se souvient de la loi sur le séparatisme où l'islamisme n'avait même pas été mentionné. Vous en avez tous profité de mes 10 secondes. Au total, ça fait 40. Allez, on continue.